disons, ordonné vivant, un sacerdoce, une sorte de mission, quoi. Merle des Landes, chante aux nouveaux venus tes virgules et tes points d'exclamation. Trace dans le ciel des ciels un dessin pour la confiance. Cloporte, Chenille, Marcassin, vous qui dansez votre partie dans la terre et sur la terre, ben, faites de la place, voilà qu'on vient. Je presserai des figues pour en faire un lait qui me convienne. Un vêtement que je trouverai sur la route, il sera à ma taille. Je choisirai parmi les mots ceux dont l'emploi servira le moins mal mon expression. Pour la bonne compréhension de ceux que j'aimerais et qui m'aimeront, je ferai ce qu'il faudra d'effort. Et prépare-toi à beaucoup souffrir des dents. Et aime, quant à toi, l'évidente indifférence des joncs, des anémones et de toutes choses ici-bas, comme il faut aimer, et quant à toi, l'indifférence des étoiles lointaines. Camarade, tu es dans la soudure, dans l'ordre des choses, ou disons, tenant une place précaire dans la fixité tournoyante des choses. Entre un point et un autre, encore et encore, oui, c'est ça, des points, là, disposés quant à toi, quant à moi. Je tends le bras, et par le corps et par l'esprit, je les rassemble et continue mon œuvre d'ignorance en savourant. Oh, mon psaume est un courant d'air bienvenu, finalement, j'étouffais. Oui, car j'étouffe lorsque je suis cette outre pleine d'impatience, gavée d'interrogations et de colère, j'étouffe. On le comprendra facilement, c'est pourquoi je désire dire clairement ce qui est. Et ce qui est, c'est que, passé ces 3 années de camping forcé dans les bourrasques et l'humidité, la famille a été relogée dans un immeuble de 4 étages tout récemment bâti et que, le jour de l'emménagement, eh bien, j'ai pris la décision de ne pas monter dans l'appartement, de ne pas m'y installer comme le reste de ma famille, il va falloir l'accepter. J'étais équipé de dents de lait, on venait d'inaugurer la tour Montparnasse, quelque part dans un pays qui n'avait encore aucune réalité pour moi. Avalon, hein, il faut s'ouvrir à l'impossible, il faut naître, admettons. Ce n'est pas avec la famille entière que je voulais couper les ponts, seulement avec le chef de famille. C'est un grade, c'est le grade de chef, ça en dit long. J'ai coupé les ponts, j'ai très bien fait d'ailleurs, et puis depuis donc je suis là dans les parages. Sans remords ni regrets, comme on dit, sans espoir non plus quand j'y pense. L'espoir, il viendra, mais il viendra plus tard, quand il sera devenu absolument indispensable. C'est bien fait, hein, comme c'est bien fait. C'est la décision de rester en bas de l'immeuble qui a engendré en moi la figure. Du moins, il me semble, mais si ça se trouve, la figure était là déjà bien avant, dans le champ. Je n'en sais rien, toujours est-il que sans elle, il n'y aurait pas eu de dissidence envisageable. Je n'aurais pas tenu le coup sans elle. Ça, oui, ça, j'en suis certain. La figure n'est pas vraiment la personnification de l'espoir, non, c'est pas ça. Comme je le disais tout à l'heure, l'espoir n'arrive que plus tard. Il y a d'abord eu la figure, un schisme stratégique, je, ou disons, nous sommes séparés. Qui voudra me croire lorsque je lui dirai que j'ai commencé ma vie en animal ? Car avant la figure, je le jure, j'étais rassemblé. Manger, boire, dormir, éviter les coups, ces missions accomplies dans un éther poisseux et acide où la violence frayait des passages. Un folklore bruyant me descendait alors les artères, les coups pleuvaient. J'ouvrais des caves où mourir dans un sous-monde que je croyais être le seul monde. Pas la moindre velléité de révolution alors. Que désirer ? J'avais tout. Pendant des années, je n'ai rien vu du reste de l'univers connu. Un monde plein de dangers, sûrement. Pas de bonté, pas de beauté, ni le contraire d'ailleurs. La vie comme elle va, dans le mal. Le mal n'est pas le contraire du bien, à mon avis, c'est précisément ce qui reste quand on enlève les deux. Oh, je pense. Dans un monde où il n'y a ni bien ni mal, tu peux être à peu près certain qu'il y a le mal. Merci Bertrand Belin. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là. Donc on vient d'entendre quelques pages de La Figure, le nouveau livre de Bertrand Belin, que vous publiez chez POL, bien sûr. Alors on vous connaît comme musicien, auteur, compositeur, interprète, comme comédien aussi, mais donc comme romancier depuis plusieurs années. Vous avez publié déjà 3 romans. Requin en 2015, Littoral l'année suivante, Grand Carnivore en 2019, et puis il y avait eu Vrac en 2020, qui était un recueil de textes, bref, en fait, de fragments poétiques, où il était déjà question de l'enfance, du père, du petit garçon. Et là, donc, La Figure, on l'a entendu,
C'est un texte, alors cette fois-ci compact et non pas fragmenté, où il est de nouveau question des mêmes thématiques et vous racontez cette enfance un peu compliquée, l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas rentrer chez lui. Donc racontez-nous un petit peu comment ça s'est construit, tout ça, et la relation avec Vrac, justement. Vous avez commencé par écrire des fragments, puis le texte, ou voilà, comment vous avez organisé tout ça? C'est-à-dire que d'abord, il ne s'agit pas réellement d'une méthode ou d'une volonté ou d'un plan que j'aurais eu depuis très longtemps, hein, pour faire arriver ce livre-là, mais je dois reconnaître et constater aussi que depuis toujours que j'écris dans mes chansons, j'ai toujours distillé un petit peu des bribes, des matériaux de la mémoire de ma propre enfance. Parce que pour chacun, pour tous ceux qui fabriquent des formes, l'enfance est quand même un réservoir quand même immense et durable. Et puis alors, on trouve des traces dans mes chansons de ce théâtre-là, de cette enfance. Après, c'est vrai que Vrac, c'est plus particulièrement axé sur ce monde intime, sur ce qu'on peut appeler des éléments biographiques ayant existé, disons. Mais ce qui m'intéressait davantage dans ce recueil de fragments, c'était de faire voir comment ces souvenirs existaient dans mon esprit au présent, et non pas essayer de restituer une vérité historique, factuelle, d'événements qui auraient eu lieu, dont je me serais souvenu par chance ou par l'opération d'une grande maîtrise de la mémoire que je n'ai pas. Mais j'ai des souvenirs comme chacun qui paraissent plus vrais que nature, et c'est ces souvenirs-là que j'écris. C'est-à-dire que je suis conscient qu'ils entretiennent un rapport de magie ou de tromperie avec la réalité des événements quand même. Et donc Vrac, c'est un recueil de fragments, et c'est vrai que tout l'espace blanc du livre de Vrac, donc il y a un fragment par page, une ligne, parfois 2, 3, quelquefois à peine un peu plus. Voilà, c'est un peu comme un archipel. Il y a des formes qui dépassent. Ce sont ces fragments que j'ai choisi de laisser dépasser d'une mémoire à laquelle j'ai pas complètement accès. Et puis, il est vrai que petit à petit, peut-être, parce que Vrac m'a demandé des voyages dans la mémoire, peut-être que j'ai rétabli une sorte d'accès à cette mémoire, et que la figure consiste en un biotope dans lequel on pourrait replonger les fragments de Vrac. C'est ça. La figure, c'est un peu le blanc de Vrac. Mais à partir de là, comment vous écrivez? Parce qu'effectivement, on l'a entendu, il y a une espèce d'écriture cyclique, de ressassement, où on y viendra plus tard, mais où il y a des images et qui reviennent, des sensations qui reviennent tout le temps. On n'est pas dans une narration chronologique, effectivement, de l'enfance. Comment vous avez construit ça? C'est-à-dire que je serais bien incapable de produire une narration de l'enfance, parce que les questions de chronologie, notamment, n'existent pas. Enfin, je n'ai pas accès à une chronologie, disons, rigoureuse. Il aurait fallu que je réinvente une chronologie, faire un faux procès-verbal des événements de mon enfance, en essayant, oui, de m'inscrire dans la flèche du temps et tout, mais ça, c'est complètement inaccessible. Il aurait fallu que je prenne des notes dès l'enfance, c'est ce que j'ai évidemment pas fait. Oui. et donc, il me semble, à ce stade de la manière dont ma mémoire occupe ma vie présente, que la vérité historique n'est pas l'objet de mon travail d'écriture, mais plutôt la cohabitation avec ce qui subsiste de cette mémoire, avec ses tromperies, avec ses approximations, avec cette fantaisie, quoi. Et la figure, l'idée de la figure, c'est né comment? Donc c'est une sorte de double, ou je ne sais pas comment vous le définissez. La figure... j'ai découvert petit à petit en écrivant le livre. À un moment donné, en écrivant ce livre, je suis arrivé à... si on veut, il y a quand même des éléments qui s'inscrivent dans une chronologie quand même. C'est plutôt des pans de vie plutôt que des événements les uns à la suite des autres comme enfilés comme des perles. Mais alors il y a la naissance, évidemment, ça c'est une chose qu'on a en commun. Et puis très vite, il y a cette histoire de camping. Ça c'est une vérité
historique de la famille, quoi, d'habiter dans un champ, dans une tente pendant plusieurs années. Et puis l'octroi de la mise à disposition d'un logement. J'étais en train d'essayer de m'emparer de cette matière du souvenir de mes 0 à 3 ans, donc, qui n'existe pas en moi. Je n'ai pas de souvenir de ça. J'ai vu 1 ou 2 photographies, j'ai eu des récits de mon grand frère et de ma grande sœur, quelques petits souvenirs à eux que j'ai fait miens, parfois que je confonds avec ma propre mémoire, comme ça nous arrive à tous. Et puis, lorsqu'on est sorti du champ, il y avait cet immeuble qui nous attendait. Et puis là, bon, alors là, je ne sais pas, c'est peut-être ce qui a motivé l'invention de cette figure, et d'abord cette idée il y avait un défi littéraire qui me passionnait, c'était de faire croire, de réussir à obtenir l'adhésion des lectrices et des lecteurs en leur disant que ce jeune enfant de 3 ans avait décidé de ne pas monter dans l'immeuble et que sa famille avait trouvé que pourquoi pas. Ce qui est une situation assez fantastique au départ. Fantastique. Mais en même temps qui disait quand même assez bien quelque chose de cette indifférence qui régnait quand même dans les liens familiaux. À partir de là, lorsque j'ai inventé cette figure d'enfant qui n'était pas monté, il se retrouvait donc à l'extérieur d'un immeuble dans lequel le reste de la famille était monté, et toutes ces opérations de vie qui vont se dérouler pendant toutes les années, là, en effet, vous avez bien compris que moi-même, l'auteur du livre, était monté, bien sûr, et avait traversé pendant 15 ou 20 ans, 15 ans, une quinzaine d'années, tout ce micmac. Mais m'emparer, me lancer le défi d'écrire ce qui pouvait se passer entre ces 4 murs, enfin un peu plus que 4 murs, un appartement où on était 7, dans le détail, le sordide, le lino, vous voyez, le lino, l'humidité, les taches de moisie, les moments de plaisir, les moments de joie, les Noëls, les moments de violence extrême, etc. Bon, il aurait fallu que je raconte ça comme quelqu'un qui fait un récit maritime, qui dit attention, il y a une grosse tempête, et voilà la couleur de la mer, voilà les embruns, voilà ce que pense... On entend les voiles qui claquent. Enfin, je ne voulais pas être dans ce type d'approche-là des événements, pour une raison d'abord probable que je me cache pas tant que ça, parce que je vous l'avoue là, c'est que je supposais une incompétence, l'incompétence d'écrire si près, si on veut, si près de la chorégraphie infernale, familiale. Donc, j'ai inventé un personnage qui se trouve dans une périphérie et qui donc peut davantage convoquer ce qui lui passe par les nerfs, en effet, dans la mémoire du corps, dans une intimité radicale. Mais ça posait le problème d'un personnage d'une grande solitude. Et puis, j'ai honnêtement, je crois que j'ai constaté en écrivant que nous étions 2 à écrire. Comment vous dire, il y a cet être, il y a soi qui porte cette mémoire dans sa matérialité, c'est-à-dire j'ai une tête avec un cerveau et des souvenirs dedans. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui est à la fois qui se berce de l'illusion de pouvoir être celui à l'extérieur de cette mémoire qui va y chercher des choses, mais c'est pas tout à fait ça. Donc ce tissage très serré, qu'à un autre moment j'ai décrit avec une phrase qui dit la chose suivante, enfin une phrase, une coquetterie, une fantaisie qui dit « Il y a de l'homme dans l'homme, mais si on regarde bien, il a bien dû se glisser autre chose. » Il y a comme une part manquante. Et donc la figure, c'est pour moi, c'est la voie intérieure que nous avons chacun et chacune, que j'ai tranchée en 2 dans la hauteur, pour en faire une figure
et puis un locuteur, un narrateur, un interlocuteur. Donc une voix intérieure, un monologue intérieur que j'ai tranché en deux dans la verticalité pour avoir un vis-à-vis, de façon à pouvoir de temps en temps remettre en cause ce que ce personnage d'enfant à l'extérieur pense et voit. Et donc c'est comme une enquête avec un gentil et un méchant flic, vous voyez. Il y a quelque chose du duo là, des duettistes même, quoi. Ah oui, vous avez parlé de défi littéraire, mais il me semble que tout est là, parce que je ne sais pas comment vous définissez ce genre littéraire que vous travaillez. Parfois, on est presque dans la poésie. Je ne sais pas si c'est lié aussi au fait que vous écrivez des chansons dans votre travail, mais c'est un genre autobiographique revisité ou retravaillé. Et on a l'impression que c'est la forme qui vous a permis de raconter. Il fallait trouver la forme pour raconter. Oui, je pense qu'en effet, j'ai pas d'autres raconter. Oui, parfois il m'est arrivé de raconter quand on rencontre un camarade, une camarade. Il est arrivé dans la vie qu'on ait des échanges sur des expériences qu'on a en commun ou des conversations qui s'ouvrent, ou quelqu'un à qui on a confiance, ou quelqu'un qui sait vous questionner, ou qui a l'art de vous comprendre ou de vous percer à jour. Je ne sais pas si l'expression est bonne. Donc il m'est arrivé de raconter par le menu, dans une conversation ordinaire, les choses qui font ma vie, mon enfance, mais donc là, sans chercher de forme particulière, mais dans l'allant de la vie et de la conversation. C'est un autre vocabulaire, c'est d'autres focus, ce sont d'autres obsessions, ce sont d'autres commentaires, mais non, là, je tenais vraiment à faire une forme littéraire parce que, enfin, j'écris toujours en donnant de la forme à ce que j'écris, parce que sinon, il s'agirait d'un témoignage ou un témoignage ou un documentaire. Je ne sais pas trop ce que recoupe réellement le terme d'autofiction, parce que j'ai lu des livres qui étaient présentés comme des autofictions, mais qui ont des moteurs assez différents les uns des autres. Donc je ne sais pas tout ce qui... Moi, je trouve que le conte biographique serait une façon de le dire, quoi. Parce que ça emprunte beaucoup à l'univers du conte, notamment le postulat de départ d'une chose impossible, qui est un enfant de 3 ans qui ne monte pas dans l'immeuble. Ben oui, parce que la réalité était trop compliquée à écrire en tant que témoignage. Il fallait passer par le conte ou le fantastique. Oui. Puis je pense que j'ai pas du tout ni tout écrit ni pu tout écrire, parce que oui, je pense qu'il fallait passer par le fantastique pour pas avoir à scoltiner en effet les choses dans leur cruauté ou leur dimension pathétique également. Donc je voulais éviter ça, mais c'est aussi parce que d'abord, on pourrait facilement m'opposer des doutes, mais d'abord il y a le plaisir de la langue et l'écriture et la littérature. Moi lecteur, moi auteur j'écris des phrases et des chansons et des textes depuis très, très longtemps maintenant, et j'aime regarder ça, comment les autres font, ce que peut faire le langage, ce qu'il fait dans d'autres langues, dans d'autres époques. Donc la chose écrite a pour moi énormément d'importance. Je ne saurais pas comment dire, comment faire l'archéologie de cette fascination, mais elle est là. Donc moi, je veux contribuer en écrivant des livres qui viennent s'inscrire dans une activité humaine qui est l'écriture littéraire. Et donc, ma foi, le matériau le plus à ma portée, c'est le matériau biographique, et ça explique pourquoi je parle de moi d'une certaine façon dans ce livre. Après, la dimension poétique, c'est la dimension poétique, elle procède, à mon avis, de plusieurs étapes d'empêchement. C'est d'abord, historiquement, ne pas posséder une langue convenablement dans un emploi sonnant et trébuchant, clair, précis, pouvant se transmettre aisément, bien parler, bien écrire. Ça, j'ai pu le faire, pas bien, mais convenablement, selon les règles de la grammaire, de l'orthographe, etc. Donc moi, j'ai substitué depuis très jeune un langage d'obédience poétique à un langage
commun, construit commun, parce que ça me permettait certainement de masquer ou de rendre non identifiable cette absence de compétences dans le domaine de l'écriture. Vous comprenez? Oui, oui. J'ai pas l'air. Si, absolument. C'est moi-même, j'ai peur d'être confus. Ce que je suppose être un petit peu, mais... Non, pas du tout. Mais quand vous dites très jeune, ça veut dire quoi? C'est arrivé comment, l'écriture, dans une vie comme ça? Mais très rapidement, c'est très curieux, parce que à l'école, j'étais très mauvais à l'école, en particulier dans le domaine du français, de l'écriture, de la dictée, de la conjugaison, des choses que je ne comprenais absolument rien du tout. Et ça me semblait pas tellement problématique. Mais j'étais par ailleurs quand même très enflammé et joyeux à l'idée de pouvoir prononcer des mots. Vous voyez, l'oralité, l'invention, les cabrioles du larynx, enfin, tout ça me plaisait énormément, et je trouvais que c'était deux mondes très séparés, ce qu'on pouvait écrire et ce qu'on pouvait prononcer, quoi. Il a fallu petit à petit que je sache écrire ce que je pouvais prononcer. C'est arrivé très, très tard, je dirais très tard, jusqu'à avoir l'âge du permis de conduire, oui. Mais justement, je me demandais si ce livre, finalement, il était fait pour être lu ou pour être entendu à voix haute. Parce que quand on vous entend le lire, enfin, quand on le lit, on est presque frustré de ne pas vous entendre le dire, quoi. Il y a quelque chose, pas de l'oralité, c'est pas un français oral, mais il y a quelque chose qui est lié à votre voix. Oui, certainement. Je pense que j'ai... Il se trouve que j'ai quand même beaucoup, depuis une trentaine d'années, dit, parlé, chanté, lu sur les plateaux en public, et que cette oralité, disons dans un ordre de priorité à l'oral. Pour moi, hein, comme ça. Lorsque j'écris, oui, je fais passer ma phrase par l'opération musculaire du langage, la mastication, les mandibules, le nez. Bien sûr, comment faire autrement? Et donc, je suppose que lorsqu'on réactive le livre en le relisant à voix haute, on fait revenir aussi cette méthode d'écriture, quoi, qui passe par la plasticité du langage. Vous en lisez un petit bout? Vous en lisez encore un petit peu? Oui. On avait dit page... On avait dit page... 71 Non. 11, je crois. 71. 71, ouais. Un petit peu d'eau là. Je me souviens très bien qu'il pleuvait régulièrement aussi il y a des années, lorsque j'allais moi-même à l'école. Car je suis allé à l'école. Pourquoi le cacher? J'ai eu des vies normales. Et pourtant... C'est exact, je ne m'y suis jamais trouvé, disons, corps et âme. Liquéfié derrière mon pupitre, je n'ai fait qu'y suivre ma langue qui topographiait patiemment mes dents. En d'autres termes, à l'école, j'ai établi anxieux le plan de ma bouche. Activité qui n'ouvre sur aucun diplôme. Elle n'est pas encouragée par les professeurs, mais a le mérite de pouvoir être menée dans la plus grande discrétion. Ah, autre passe-temps et pas des moindrement embarrassants à révéler, cependant qu'il était question de produits remarquables ou encore de guerre des Gaules, j'attrapais sous mon ongle fouillant dans ma nuque ou au sommet de mon crâne un pouls dodu que je plaçais sur mon cahier afin, avant qu'il ne saute et s'enfuit, de plaquer sur lui mon décimètre transparent. Je n'avais alors plus qu'à poser mes pouces de part et d'autre du parasite, faire pression d'un coup sec et le voir et l'entendre péricliter pour devenir une tache de sang brun piégée sous le plexiglas. J'ai pratiqué cette chasse et ces curés sans dégoût. C'était comme une consolation. Un théâtre minuscule pour un drame infime. La vengeance par l'octroi absurde d'un droit de mort sur des générations d'arthropodes, que rien ne reliait à la source de ma colère. Je mentirais même en niant que ces poux ont été pour moi une fameuse compagnie. Ils m'ont offert, comme la douleur et les caries, disons, une identité. À mes yeux, j'étais celui-là, j'avais un métier. J'étais leur bourreau méticuleux et discret, tout en surveillant et maudissant le cadran des horloges. L'école,
Ne vous offusquez pas, hein. J'ai compris par la suite qu'on ne m'y voulait pas tant de mal que ça, mais alors j'aurais aimé y mettre le feu. C'est dire. Des semaines entières, je m'y rendais et revenais sous la pluie, mais aussi par très beau temps. Je m'y rendais également. Parfois, je pouvais m'y rendre par beau temps et le soir même, c'était courant, je rentrais sous la pluie, en luttant contre un vent métallique. Mais ces variations brutales, je n'y prêtais pas attention plus que ça. Après tout, il est normal que le temps change et normal aussi de ne pas s'en préoccuper tant que ça. Cela fait en outre du changement, hein, et c'est souvent une bonne occasion de repartir dans la vie avec de bonnes dispositions. La vie est excitante, hein, quand elle se coule dans de nouvelles habitudes. Mais c'est vrai que plus tard, lorsque la vie ne se coule plus dans de nouvelles habitudes, cela peut être également excitant. En tout cas, c'est énervant. On ne peut pas dire qu'on s'ennuie. Oui, donc je disais, je suis allé à l'école, c'était bien obligé. C'était une sacrée obligation même. L'école, ça va, je connais, pas de douche, pas de brosse à dents, peur d'un abruti, amoureux d'une fille, les cahiers, la gomme, fatigué, tout ça, de temps en temps, oui, l'extase à l'acquisition d'une connaissance, plaisir devant la clarté d'un enseignement. Et je ne dis pas ça pour montrer mon attachement à la République, hein. Je ne vise aucune médaille, hein, je ne suis pas exactement un repenti. En somme, il faut bien dire ce qui est. Je suis allé à l'école. Et aussi, je suis resté au bas de l'immeuble avec la figure. Si je me fie à mes souvenirs, après l'incendie et le passage dans le champ, qu'importe où j'ai pu me trouver et ce que j'étais censé y faire, j'étais également ailleurs, tâchant de remplir d'autres attentes, l'école et tout le reste. Il faut prendre ça tout d'un bloc. J'ai fait les deux, c'est ma conclusion. De même que séjournant en mégapole, ayant connu un futur, je n'ai pas fait le moindre centimètre, ni dans le temps ni dans l'espace. On ne pourrait pas glisser une feuille de papier à cigarette entre mon tympan vieillissant et le cacardement épouvantable et magique du noix, dont le corps sans tête trace sa trajectoire nerveuse dans les pâquerettes. Sa parade morbide, comme une voiture surmontée de haut-parleurs, annonçant la tenue d'un sacrifice rituel, le lieu et l'horaire. Je vous parle d'un cordois décapité qui augure la féerie des sangs. C'est génial. On est bien d'accord. Il y a une façon de se tenir à distance, hein, de certaines choses, il me semble. D'abord avec cet humour, on voit la façon dont vous parlez. Donc ça, c'est au moment de l'écriture, c'est pour survivre à l'écriture d'un tel livre. Comment ça arrive, cet humour et cette distance que vous introduisez ? Non, je crois que ça, c'est pas des choses qui sont postérieures à des événements fâcheux ou à ce que rencontrent beaucoup de gens dans ce monde. Je crois que je devais avoir un sens comique, je dirais, faut pas non plus pousser, mais disons quand même la fantaisie, une place pour la fantaisie que j'ai toujours eue, je crois, aussi loin que je me souvienne. Donc je l'ai toujours. Elle est pas là pour, je l'ai pas, comment dire, convoquée ou fabriquée ou entraînée pour venir recouvrir d'enluminure et de dorure un matériau littéraire sans lequel il aurait été, disons, plus âpre, plus noir. Mais c'est parce que je suis comme ça dans la vie, en fait. Je m'amuse, je trouve beaucoup de choses très amusantes. Et donc, ça se retrouve aussi là, bien sûr. Alors, on peut imaginer qu'il y a de la politesse aussi, l'humour étant, comme disait l'autre, la politesse désespérée. Mais je ne suis pas désespéré. J'ai traversé des choses qui fâchent, mais comme beaucoup de gens. Mais ça n'a pas fabriqué ce sens de l'humour. Je pense qu'il était là, comme le sens du calcul mental ou des choses aussi bêtes que ça, quoi. Il est intéressant ce passage sur l'école parce que j'ai l'impression aussi que vous refusez qu'on vous mette dans une case finalement. Et là, enfin, je le lis comme ça, je l'entends comme ça. Vous essayez de, oui, ça vous permet d'échapper à l'image du petit garçon qui aurait été touché par la grâce en allant à l'école et grâce à l'instituteur ou professeur de français, voilà, qui l'aurait tiré de là. Et de la même façon, quand vous décrivez, on n'aura pas le temps de tout lire, bien sûr, quand vous décrivez le milieu parisien où vous tombez, c'est pareil, vous êtes toujours à distance par rapport à ça et vous échappez à des cases dans lesquelles on pourrait vous mettre finalement.
Oui, oui, oui. Oh, je pense que je suis comme, j'échappe. Peut-être que je me figure avoir échappé à cette mise en case, mais en réalité, je crois pas. Je pense on est perçu. Mon travail ou moi-même sommes perçus par des gens pour être de telle nature ou de telle nature. Donc, je pense que je suis quand même mis en case d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, j'ai pas cherché à me mettre en case. Il se trouve que l'école n'a pas été n'a pas été à elle seule une échappée ou un échappatoire, pas à elle seule, mais enfin le simple fait d'être confié à une société différente de celle de la cellule familiale, comme l'école ou même la camaraderie en bas de l'immeuble, si vous voulez, ce sont des sociétés dans lesquelles se fabrique une autre vie, une autre politique, d'autres rapports interpersonnels, et donc une alternative, une fenêtre qui s'ouvre de toute façon. Donc l'école, au même titre que la camaraderie, que la faune ou la flore, parce que j'ai grandi dans une région très belle, au bord de la mer, avec des très belles choses à voir, une météo puissante, une faune très riche. Donc ouais, tout ça, c'est du soutien, donc l'école y compris, parce que voilà. Mais je dirais pas que c'était ça s'est pas manifesté dans vous voyez, dans une rencontre avec un humain, une humaine qui aurait voilà particulièrement. Mais ça, je dirais que c'est pas. Il s'agit pas de faire porter des responsabilités, c'est la chance ou la malchance. Et puis il fallait être sympathique, avoir l'air peut-être sympathique pour qu'on nous aide aussi. Peut-être que j'avais pas ces qualités. Hein. Ben, vous présentez, enfin il y a beaucoup de violence dans ce livre, on va y arriver, mais il y a beaucoup de violence du petit garçon, puisque vous l'avez dit, il veut mettre le feu à l'école, et puis à un moment donné, il ourdit un assassinat, je crois que la phrase est là. Donc il y a quand même toujours cette violence qui est à la fois qui est subie et qui est en lui, et qui est toujours là, il me semble, déjà dans le rythme du texte, quoi. Ouais, moi, il me semblait que j'arriverais probablement mieux à faire exister la violence dans ce texte par des dispositifs très simples. Très simples. De les condenser dans des choses toutes petites. Pour qu'on sache, parce que nous sommes des adultes, on sait de quoi le monde est fait, on connaît la violence dont les uns les autres sommes capables. Donc, moi, je viens aiguillonner la propre mémoire des lecteurs et des lectrices par un petit appât. Mais le corps de la violence, ses possibles ramifications, son explosion en soi, ça, chacun le construit lui-même par ses propres expériences, parce qu'on a tous ça en nous, quoi. Donc, par exemple, pour ce qui est on y viendra peut-être, mais on ne va pas parler de la maman, de la mère, mais il y a un personnage, le personnage de la mère, le petit enfant, le petit enfant, il n'est pas toujours un petit enfant, mais le personnage qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble et qui donc mène son enquête sur qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut, parce que sa fenêtre à lui sur ce qui se passe là-haut, c'est la mère qui va faire les courses, et il regarde la mère qui va faire les courses, et il voit comment elle marche, quel empressement étonnant, le bruit de son souffle, la dimension ahurie de son regard, ses coups d'œil vers la fenêtre de la cuisine là-haut. Et lui, ce personnage-là, fait son enquête en voyant simplement cette silhouette, comme s'il décrivait une danse, et la description de cette danse, de cette façon de marcher, dit, selon moi, dit l'essentiel, c'est-à-dire l'oppression, la dimension carcérale dans laquelle elle se trouve. Et puis il voit aussi une petite veine palpiter sur sa joue. C'est tout petit, hein, c'est vraiment une toute petite veine là sous l'œil. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu moi-même, c'est pas un souvenir d'enfance. C'est un moyen par lequel faire ressurgir d'abord la question du sang, parce que il y a du sang en fait dans tout ça. Donc en parlant de la petite veine qui palpite, il y a le sang, quoi, qui est convoqué dans le texte.
Et bon, là, voilà, c'est par ces petits signaux là que je fais arriver la violence sans avoir à la traiter pour ce qu'elle est dans son déploiement matériel, quoi. Les corps et les objets contondants, et les radiateurs, et le sol qui glisse, et les portes qui claquent, et les bruits, et la résonance, et tout le reste, quoi. Et justement, c'est un livre sur la mère ou sur le père? Ni sur la mère, ni sur le père. C'est un livre sur la mémoire, sur le négoce permanent, faramineux et éternel qu'on doit chacun entretenir et chacune entretenir avec sa propre mémoire. Et évidemment, ce qui est très difficile, si vous voulez, c'est lorsqu'on convoque des figures aussi intimes que la mère, le père. Je n'ai pas beaucoup parlé des frères et sœurs. Vous imaginez bien que quand on est une fratrie comme ça, plusieurs enfants, et qu'il y en a un seul qui prend la parole pour décrire des choses, vous voyez, c'est quelque chose d'important de savoir à quel endroit on est, ce qu'on dit, comment les autres ont vécu ce qu'ils ont vécu. Je ne détiens pas la vérité sur cette affaire. Vous voyez, il s'agit de moi. Je dirais que c'est un livre sur moi, si j'étais vraiment honnête. C'est sur moi au présent. C'est un livre sur les fantômes. On parle de gens qui sont enterrés depuis 30 ans. Donc 15 ans ou presque 30 ans pour mon père. Donc vous voyez, je ne parle pas vraiment d'eux, quoi, parce qu'il y aurait bien d'autres choses à dire. Je ne peux pas les réduire à ce portrait. C'est ce qui a eu de plus important pour moi, mais encore aujourd'hui, je peux me promener dans la rue de ma ville natale en rencontrant quelqu'un qui me dit « Oh, j'ai bien connu ton père, c'était vraiment quelqu'un de formidable. » Vous voyez, c'est comme ça, quoi. Donc si lui, il écrit le bouquin, on va pas avoir le même personnage, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est une écriture des sensations. C'est en fait le père, il est toujours vu, et la violence du père, elle est à travers la sensation du petit garçon, la sensation de peur finalement. C'est ce qu'on ressent en lisant. C'est ça, c'est ce qui se passe dans les nerfs, ce qui se passe dans la patience et dans l'impatience, ce qui se passe dans cette distance avec le point chaud, dans cette périphérie, quoi, dans ce ressac. C'est pour ça que le père, il va jamais être décrit. On ne sait pas ni comment il s'appelle, ni s'il a les cheveux longs ou courts, s'il a les yeux bleus ou marrons. C'est pas des questions qui sont pertinentes ou intéressantes selon moi, quoi. Et pourquoi l'image de Loi, on lui a coupé le cou et elle continue à marcher? Alors ça c'est intéressant, ça. Enfin, c'est intéressant. Je dis pas que j'écris quelque chose d'intéressant, si. Mais ça m'intéresse moi comme lecteur de découvrir aussi quelles sont les images qui sont pas les images maîtrisées, dont je maîtrise toujours la provenance et la convocation, mais qui sont de l'ordre de la figure obsessionnelle, si on veut. Ouais. Et parce que dans Requin, il y avait déjà un cygne qui se faisait charcuter, dont on extrayait une escalope, un cygne quand même. Et c'est un volatile blanc, tout comme c'est toi. Alors, d'abord, on pourrait se dire, bah, c'est normal que ça m'obsède, puisque j'ai vu cette scène lorsque j'étais enfant. Il s'agissait d'un des habitants de l'immeuble qui était un monsieur avec ses propres enfants, qui étaient aussi mes camarades de jeu, qui avait récupéré une oie, parce qu'il y avait un événement dans le port chaque année. On lâchait des oies et des canards dans l'eau. Et puis les jeunes et les moins jeunes sautaient dans le port pour nager après, puis ils les attrapaient par les pattes et ils les gagnaient, quoi. On pouvait gagner des oies et des canards comme ça, en allant plonger avec tous les gens, tout le village qui regardait, quoi. C'est un jeu, un folklore, quoi, une fête, quoi. Et donc il avait récupéré une oie, et donc l'oie, bon, bah, dans un immeuble de type, voilà, un immeuble sans jardinet, il ne pouvait pas mettre l'oie quelque part, il fallait qu'il la mange, enfin qu'il la mange en famille, quoi. Donc il fallait donc la tuer. Et donc il l'a apporté derrière l'immeuble sur un tourniquet. Le tourniquet, le jouet des enfants. Enfin, il y avait un tourniquet, quoi, en bois et en fer, et tout le monde jouait là. Puis tout à coup, il y a le bonhomme qui est arrivé avec son oie par le cou. Puis il l'a mis sur le tourniquet, il a placé son pied dessus, sa botte, et puis on était tous autour, en train de regarder, puis il a tranché le coup de l'oie. Et puis
le corps est parti en courant dans les parterres de pelouse. Et puis la tête est restée sur place qui cacardait vraiment, quoi. Enfin, C'est horrible. pendant que, et c'est ce qui se passe. Il peut se passer ça avec les animaux avec nous qui sommes des animaux. C'est un médecin ou un chirurgien ou quelqu'un pourrait nous dire ce qui se passe réellement. Moi, d'un point de vue scientifique, je l'ignore vraiment, mais en tout cas, j'ai vu ça. Donc j'ai vu ça. Sur le moment, on m'a dit ouais, c'est normal. Et alors. Ça ne m'a pas particulièrement traumatisé, mais j'en ai gardé la mémoire quand même. Et non, c'est pas la même chose. Vous voyez, je ne suis pas traumatisé par un ballon de foot orange fluo que j'ai eu à 10 ans, alors que je m'en souviens aussi. Vous voyez, c'est des souvenirs. Hein, en fait. C'est toujours là. Je ne sais pas si c'est des souvenirs. J'ai l'impression que c'est des... Vous revisitez la notion de souvenir. Peut-être. Alors en plus, il y a des souvenirs qui ont été réactivés à plusieurs reprises. Puisque à la fin du livre de Giono, Un roi sans divertissement, après qu'on a passé tant de pages et tant de temps avec ce héros incertain, probablement dépositaire d'une immense violence. Il y a l'assassinat d'un volatile dans la neige à la fin de ce livre. C'est une scène qui m'avait marqué, peut-être qui avait relayé mon souvenir, ou en tout cas l'avait réenvivanté, quoi. Il y a aussi dans Requin Une chasse à l'auroch. C'est mon premier livre, il y a 10 ans déjà. Ça se passe il y a à peu près 25-30 000 ans. Autant vous dire que j'ai dû inventer. Et il est question aussi d'un chenal de sang dans la neige. Alors ce rapport de vermillon et de blanc, vous voyez, cette espèce de contraste très puissant, très fort, qui me fait aussi penser aux peintres que j'aime, hein, par ailleurs, hein, dans des rapports de vibration des couleurs, quoi. Et puis à la fin de la figure, il y a un fragment, il y a un passage qui raconte en quoi ce que c'est que ce fantôme, puisque le père, le chef de famille il meurt, mais bien qu'il soit mort, je suis quand même étonné de voir que ses effets, l'effet de sa psyché, de sa vie demeure, quoi. L'effet de sa présence est durable au-delà de sa mort, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il était toujours là, qu'on pouvait continuer de le craindre, qu'il avait organisé toute sa vie pour être craint au-delà de sa présence sur Terre, vous voyez, enfin sa présence vivante sur Terre. Et donc cette espèce de continuation de la nuisance, ou en tout cas des signes de vie ahurissants post-mortem. C'est ce que j'ai observé en voyant Loi continuer de bouger alors qu'elle venait d'être décapitée. Vous voyez, c'est comme si on avait coupé les moteurs d'un navire, mais qui continuait à avancer pendant une semaine. Mais à l'échelle d'une vie, c'est-à-dire que cette présence du chef de famille, elle a demeuré, elle a continué de nuire en l'absence totale de tout corps. Vous voyez, donc c'est bien moi qui la porte. C'est moi le marionnettiste, c'est moi qui agis cette figure, et ça c'est fascinant. Ça, je trouve que c'est fascinant d'observer qu'on est capable de ça. Donc le monde doit être rempli de fantômes. Enfin, c'est ça qu'on appelle les fantômes. Le monde est conduit pas seulement par nous-mêmes. Enfin, je ne veux pas dire que je ne sais pas par quoi le monde est conduit. Parfois, en y pensant, en réfléchissant, je suis amené à constater comme ça, peut-être que ça ne durera pas toute la soirée ni toute la semaine, mais que manifestement, le monde est organisé aussi avec les morts, et beaucoup avec les morts, quoi. Et ça, c'est passionnant comme dimension. Et c'est pas particulièrement tragique, hein. C'est intéressant de le constater. Je pense que on en trouve des traces d'ailleurs probablement dans certaines cultures humaines, cette conscience de cette dimension-là. Et la Bretagne, dans laquelle j'ai grandi, entretient avec le monde des morts et l'au-delà, et cette persistance justement du pouvoir d'agir, entretient un rapport
très, très, très ancien, qui est manifeste notamment dans la littérature, dans le conte, ce qu'on appelle vulgairement les contes et légendes bretonnes, quoi. Alors tout ça, voilà, on peut mettre tout ça dans ce manège. C'est votre culture, d'une certaine manière. Oui, je suppose que j'entends beaucoup parler de culture partout depuis des années. J'ignore ce qu'est ma culture, si j'ai une culture occidentale ou une culture française ou une culture de ma famille, vous voyez, parce qu'il y a aussi une culture de son rapport amoureux avec quelqu'un. On a une société, on a une culture presque. Alors ma culture bretonne, j'ai pas pu y échapper, certainement. En tout cas, ça m'a souvent été rappelé, ça. Et lorsque je lis, il m'arrive encore de lire parfois des contes bretons ou même d'ailleurs d'autres territoires, hein, parce que souvent les animaux, vous voyez, sont capables de parole, ils sont capables de vous parler, les défunts peuvent vous parler. Cette question du fantôme est quand même très très répandue. Vous allez nous lire un autre extrait sur la mort du père, justement. Page 96, hein, c'est ça. Oui. Je ne sais plus bien depuis quand je suis de retour. Depuis le coup de téléphone, certainement. Le coup de téléphone m'annonçant qu'un diagnostic avait été posé, que ça tournait à l'eau de boudin pour le chef de famille, que c'était une question de jours, peut-être même d'heures, qu'il fallait se préparer à l'inévitable, repasser une chemise, hein, éteindre les radiateurs, vider le cendrier, se débarbouiller et puis sauter dans un corail en route vers l'ouest du pays. La figure me dit que j'ai toujours été là, au pied de l'immeuble, mais la figure, comment dire, je ne suis pas certain qu'on puisse faire confiance à une telle collègue, d'autant que je serais enclin à dire, moi, que c'est elle qui n'a jamais quitté ce petit coin de paradis manqué. Cependant, la figure n'étant pas mon double, vulgairement parlant, mais m'étant tout de même consubstantielle, on voit bien que rien ne permet d'affirmer qu'elle se trouvait bien, en effet, au bas de l'immeuble durant les trop nombreuses années que j'ai passées à Paris à ajourner un millier de capitulations enflammées par l'ivresse alcoolique, à envier aussi comme un nigaud des inconnus me paraissant à la mode, ou encore à regarder mes doigts en psalmodiant devant un croque-monsieur, le genre de choses qui arrivent même au milieu des capitales célèbres dans le monde entier. Peut-être, me diront certains esprits ouverts à l'impensable, tâteurs de spectres et autres folkloristes de l'invisible, sûrement même, durant mon absence, se trouvait-elle à son poste, la figure, au laurier ou au tourniquet, dans le trou noir, mais poser cela, il n'y a rien à faire de telle supposition que poursuivre son chemin d'incertitude. Ressasser, ça a longtemps été mon petit métier. Tant et si bien que j'affirme avoir vécu dans le ressassement même, avoir séjourné sous son empire, exactement comme au présent des jours. Que des pans entiers de passé, choisis parmi ceux qui me glaçaient le sang, ont dérivé comme des icebergs pour venir geler mes efforts ici, à distance, dans le temps et l'espace. La figure et moi, brouillés comme des œufs, quoi. Que je me sois complu dans cette assemblée de fantômes et ces constructions de fausses lumières, c'est possible. Je pense à cette manie qui nous fait aimer et revenir vers des puanteurs reconnus comme tels. Le monde, nous sommes-nous dit un jour, la figure et moi, alors que plus un sou en poche, nous allions sans but, tuant le temps, longeant les avenues, appelant du bout des lèvres le secours d'un miracle. Le monde n'a rien d'exceptionnel. C'est là pourtant une opinion invérifiable, avait-elle pris la précaution d'ajouter. C'est pourquoi je suis en attente d'une réfutation, que la joie demeure une possibilité. J'adore l'image des pans entiers du passé qui dérivent comme des icebergs. Comment ça arrive, ça, dans l'écriture ? Ça arrive sans que je me rende compte, puisque l'autre jour, en répondant dans une conversation que j'ai eue dans une librairie, j'ai parlé de ces pans vous voyez, ces morceaux de calotte glaciaire, enfin, qui viendraient comme ça dériver du passé vers le présent puis devenir un danger. Mais lorsque je le disais il y a une semaine, je croyais être en train d'inventer cette image. Je ne me rappelais pas qu'elle était dans le livre, en fait, déjà. Donc ça vient sûrement comme ça vient parce que
parce que sûrement des spécialistes comme des neurologues ou des spécialistes un peu moins spécialistes comme des psychanalystes, enfin moins scientifiques, disons, ou d'autres gens qui s'occupent des boyaux de la tête avec beaucoup de ferveur et tout, pourraient avoir un vocabulaire consacré, voire même puissant sur le sujet. Mais moi, pour expliquer ces choses-là, je n'ai pas ces connaissances ni ce savoir, donc je manipule des images, tout simplement, quoi. Et parmi les images disponibles, il y en a qui sont plus ou moins appropriées, quoi. Et il me semblait que celle-là était parlante. L'image de la figure aussi qui n'a pas bougé du jardin en bas de l'immeuble. Ouais. Bah ouais, ça c'est-à-dire que en effet, c'est comme s'il y avait une sentinelle de la mémoire et que bien que le personnage prétend avoir vécu dans les grandes villes et depuis longtemps avoir dégagé de cette périphérie de cet immeuble, il suppose que la figure a pu y rester, elle. Alors comment être séparée comme ça dans le temps et l'espace, c'est chose impossible. C'est donc que cette périphérie, cet immeuble et tout ça, c'est pas du béton, de la terre, des matériaux, c'est le souvenir. C'est donc toujours avec soi. Ça s'est déplacé aussi. Et donc, tout ce qui se déroule là ne se déroule pas dans une ville qui n'est d'ailleurs pas nommée. Ça se déroule dans le théâtre de la matière étrange qui nous permet de nous souvenir, quoi. Et vous parlez aussi de votre vie d'adulte. Il n'y a pas seulement plusieurs fois, là, on a entendu, où vous décrivez dans cette ville un peu perdue, à regarder ce qu'il y a autour de vous. Donc, ce n'est pas seulement un livre sur l'enfance, c'est aussi une manière aussi peut-être de repenser le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ah oui, je pense que ce n'est pas un livre du tout sur l'enfance. Hein. Ouais. C'est un livre sur moi au présent. Voilà. C'est un livre sur... mon ambition était de dire ce que je peux animer dans le silence, avec cet effort qui n'est même pas un effort musculaire. Qu'est-ce que c'est que cet effort qui fait que quand on est posé sur une chaise et qu'on décide de s'aventurer dans nos capacités d'élaboration de récits sans bouger un muscle, allez-y, vous pouvez tout à fait mettre une girafe sur un skateboard, là, si vous voulez, quoi. C'est vrai, non? Alors, ça, c'est génial, quoi. Et c'est cette mécanique aussi, c'est le... Vous voyez, complètement hors budget, quoi. Liberté absolue, dingue. C'est bouleversant quand on y pense. On fait on fait très très peu avec cette capacité quand même. Certains font sûrement beaucoup, hein, mais moi je dirais que je fais peu. Mais pourquoi ce livre il arrive maintenant dans votre vie ? Alors on pourrait penser qu'il arrive maintenant parce qu'il y a eu un certain nombre d'étapes qui étaient nécessaires. Peut-être arriver à faire une phrase correctement déjà. Puis sentir peut-être en moi que je ne suis pas constitué que de ça, que je suis aussi constitué des autres, constitué de ma vie au présent, que ma vie au présent n'est pas une chose enchaînée, vous voyez, et que la littérature est une chose aussi qui existe. Et lorsque je fais de la musique et des chansons, lorsque je fais de la musique, c'est très clair pour moi. Parce que dans la musique, il est beaucoup plus évident que lorsque j'ai appris à faire de la musique, j'ai appris des accords, j'ai appris l'harmonie, le solfège un tout petit peu, pas beaucoup malheureusement, mais j'ai appris un certain nombre de choses qui sont réputées exactes, quoi. Puis après, on fait de la musique et on emprunte des formes existantes, le blues, la bossa nova, le rock, la country music, le rap, que sais-je. On sait qu'on est pris dans un flux d'un art qui est partagé, qui a presque sa propre autonomie, vous voyez, et que les musiciens et les musiciennes sont des ouvriers au service d'une chose qui se déplace dans le temps, qui est la musique, et qui va nous prendre à son... Vous voyez, qui va faire de nous ces ouvriers, ces petites abeilles, quoi. On va mourir, la musique continuera, d'autres reprendront le flambeau, ça ira pareil. C'est un monde, la musique, une sorte d'autonomie comme ça. Et j'ai la même vision pour la littérature.
qui est comme un continuum majestueux, comme un fleuve, si on veut, pour une image assez ordinaire. Et donc moi, ça me fait plaisir de me mettre, voilà, de prendre. Enfin, j'ai l'impression d'être attiré par la littérature et puis d'accrocher mon petit nœud, moi, à cette ou de mettre mon petit bateau dessus, un petit bateau en papier, qui part sur ce grand fleuve de l'existence de l'écrit et dans la culture humaine, quoi. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce livre arrive maintenant, comme ça, et puis d'autres arriveront. Je l'espère. Je sais pas ce qu'ils contiendront. J'ai pris beaucoup de précautions au début du livre pour dire que j'attendais pas de ce livre qui me rétribue a posteriori, en calme, en paix intérieure, etc. C'est pas un règlement de compte, c'est rien de tout ça, mais enfin, s'il y a quelque chose quand même, s'il y a une petite dimension, et là, je ne sais pas si je peux m'inscrire, si ce livre s'inscrira ou peut s'inscrire dans cette voie-là, mais s'il y a quelque chose que le livre peut, que je ne peux pas, c'est encore une fois venir rabâcher qu'il y a vraiment des gens sur cette terre quand même, en particulier les bons hommes, qui, vous voyez, qui sont des Césars d'appartement, comme je les appelle, tirant de logis, quoi. Et voilà, c'est simplement, voilà, bon, faut le rappeler, faut le rabâcher, parce que peut-être que personne, en lisant ce livre, a envie de ressembler à cette figure-là, quoi. Mais je ne m'illusionne pas non plus sur le pouvoir de ce livre de ce point de vue-là. Mais enfin, comme il s'agit, comme je disais, d'un continuum, d'un grand lot de pensées, d'écriture sur les sujets. Bon, il y a un sujet. Hein. Là, il y a vraiment un sujet quand même. Bon. Mais pour ce qui est de la dialectique question-réponse, je ne me suis pas posé une question à laquelle j'aurais voulu répondre par le livre. C'est pas vrai, je peux pas dire ça. J'ai pas éprouvé une nécessité, j'ai éprouvé une fatalité. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que voilà, je suis conduit à écrire ça. Mais une nécessité, je sais pas trop. Je dirais pas ça en tout cas. Et pourquoi des livres d'ailleurs ? Parce qu'on vous a connu d'abord écrivant des chansons, puis des livres, mais ça a commencé comment et pourquoi pas seulement des chansons ? Alors la réponse la plus triviale qu'on pourrait apporter, qui m'amuse quand je la lis quelque part, il y a des gens qui pour moi-même d'ailleurs, on pourrait imaginer qu'on se croit tout permis quand on a un peu de succès comme chanteur. Vous voyez ? Tiens, je vais écrire un livre, c'est bon, ça va, c'est bon. Ouais. Et en fait, ça peut exister, ça aurait pu m'arriver, mais c'est pas ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai toujours voulu écrire des livres. J'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu avoir mon propre mon pas de deux et mon catch, faire mon catch avec le langage, avec la langue. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des chansons, parce que c'est d'abord la dimension de l'écriture qui me passionnait. Et voilà. Donc très vite, bien sûr, je me suis mis à écrire des chansons parce que j'avais envie d'écrire. J'avais envie d'écrire autre chose que des chansons. Très jeune, j'ai commencé à écrire des textes un peu plus longs que des chansons, d'ailleurs qui n'étaient pas des chansons, qui étaient soit des débuts de romans ou des débuts de textes un peu que j'imaginais qui allaient faire 300 pages, puis qui en définitive dépassaient péniblement les deux pages. La plupart ont été égarés et perdus. J'ai toujours voulu écrire. Et si j'ai écrit des chansons, c'est parce que j'étais un écrivain. Je ne vais pas dire que j'étais un écrivain, mais oui, j'avais ce souhait d'écrire des livres et je pensais que j'en resterais incapable. C'est pas à moi d'en juger d'ailleurs si je suis devenu capable, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que j'en serais incapable. Et j'ai des petites traces, des carnets sur des vieux petits carnets que j'ai, sur lesquels j'écrivais des bouts de paroles de chansons et tout, ou sur lesquels j'ai carrément écrit comme des phrases un peu, des prophéties autorisatrices. Un jour, j'écrirai un livre. Vous voyez, aussi naïvement que ça, quoi. Genre, il y a 30 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, un jour, j'écrirai un livre. Parce que c'est ça que j'avais envie de faire, en fait. Il se trouve que je me suis passionné pour la chanson et que c'est toujours une passion immense pour moi aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une littérature, en fait.
la chanson. Pour moi, c'est un des modes de la littérature. Je ne dis pas que ça l'est toujours, que ça l'est fatalement, ou que ça doit l'être, ou que ça devrait l'être plus ou moins. Mais moi, dans mon métabolisme, il n'y a aucune différence, quoi. Genre, ça met en marche les mêmes ça cherche les mêmes plaisirs, c'est du pareil au même. Et après le livre, le livre, je ne vais pas vous faire le fameux couplet, mais voilà, le livre, pour ceux qui ambitionnent d'écrire, la perspective d'être un jour publié, vous voyez, je pense que je ne sais pas comment expliquer ça. Là, on entre dans une autre catégorie. C'est plus soi, c'est plus l'intime. C'est soi dans la société. C'est une place dans le monde, un prestige, l'admiration des auteurs et des autrices du passé qui nous font parfois rêver qu'un jour on aura publié un livre dans sa propre vie, quoi. Parce que c'est quelque chose qui reste quand même grandiose, je trouve. À ce titre, je voudrais remercier tout le monde chez POL de m'accompagner parce que c'était inespéré. Sans eux, j'aurais jamais écrit plus d'un livre. J'en aurais écrit un, le premier qui a été accepté par eux. Et s'il n'avait pas été accepté, je l'aurais envoyé à personne d'autre et je pense que j'aurais lâché l'affaire, quoi. Donc, je ne sais pas dire que c'est pas une immense contribution au monde, hein, je ne sais pas ce que je dis, mais en tout cas, je pense qu'on peut savoir que les gens qui fabriquent des formes, les femmes, les hommes qui écrivent, qui peignent, qui vont très très souvent, dans la immense majorité des cas, peut-être tous les cas, c'est la manifestation de l'attachement qu'on a à l'existence et que chacune, nous avons, quoi. Donc c'est très important, quoi. Très important. Ce livre est très important. Il est très important pour moi, comme les précédents, en dépit de leur succès ou leur insuccès, bien sûr. Bien sûr, mais comment vous expliquez ça, cet attachement au langage et à l'écriture de tout petit, d'après ce que vous nous dites? Comment vous expliquez que ça ait démarré? Il y a une piste simple qui m'a déjà été proposée parce que c'est assez fréquent que les autres savent mieux que moi ce que je pense ou ai pu faire. Mais c'est pas une blague, hein. Parfois, les gens peuvent me décrypter, me mettre face à des réalités que je n'avais pas vu venir, quoi. Bon, la première chose, c'est que évidemment, le récit un peu tout fait de la question de l'extraction sociale, qui passerait par le langage et l'acquisition d'une langue supérieure, qui donnerait accès, par sa maîtrise, qui donnerait accès à des mondes où il est plus aisé de respirer, acquisition de la langue, comme on dit dans le jargon sociologique, de la langue de l'ennemi, quoi, si on parle d'un point de vue transfugial. Donc peut-être que la langue m'a passionné parce que j'avais compris qu'elle pourrait m'aider à m'extraire de quelque chose, d'un marigot. Peut-être, mais ça c'est facile de faire le match après coup. Et cette voie, elle est toute tracée, on peut très bien la comprendre. Elle s'inscrit dans une lecture du monde, ma foi, qui a déjà quelques décennies derrière elle. Cette question de l'extraction du transfuge, vous voyez. Mais des gens passionnés par le langage, on en rencontre dans tous les métiers, dans tous les milieux du monde, hein. Même chez les bébés, hein. C'est passionnant, le langage. Passionnant. Ce qu'on peut obtenir, repousser, négocier dès les premières acquisitions du langage, ce qu'on peut faire avec ça, le monde est fait de ça, quoi. Donc je suis fasciné par le langage parce que je vois pas trop ce qu'on est d'autre que des êtres parlants, quoi, en fait. Donc on est sûrement autre chose, hein, des êtres dansants aussi. Mais ouais. Ça, si j'avais une autre vie, par exemple, si quelqu'un a à disposition une autre vie, j'aimerais bien faire toute une vie à réfléchir à ces questions-là en anthropologue, vous voyez, savoir ce que c'est que le langage. Qu'est-ce qui, dans le monde tel qu'il va, est dû au langage? Quelles dynamiques sont essentiellement dues au langage et quelles dynamiques sont dues à autre chose, à la capacité d'articuler les mots, quoi.
Voilà, c'est une fascination d'enfant. Hein. Vous voyez, quand on voit un film de KPDP, qu'ensuite on veut jouer à l'épée avec son frère ou sa sœur, vas-y, je suis d'Artagnan. Non, on avait dit que c'était moi. Eh bien, pour le langage, c'est pareil. J'ai l'impression de jouer au langage, en fait. Quand j'écris aussi, faire des petites formes. Par rapport à Tolstoï, vous voyez, par exemple. Et aujourd'hui, vous travaillez sur quoi? Vous êtes déjà sur un autre livre? Non, je n'ai pas commencé d'autres livres. Non, j'y réfléchis pas, j'y pense pas non plus. J'y pense pas non plus. Là, je suis en train de faire un nouveau disque avec des chansons. Et ce livre me donne l'occasion de m'exposer un peu plus intimement que je n'en ai eu l'habitude jusqu'à présent. Donc c'est déjà un événement pour moi. Donc pour l'instant, écrire, non, j'ai pas de projet pour l'instant. On verra. Ça va changer quelque chose, justement, d'avoir écrit ce livre? Je ne sais pas pour moi, mais j'ai entendu, ça m'intéressait quand même la littérature de soi, si vous voulez, notamment sur quand il ne s'agit pas de raconter comment on a été dans un 4 étoiles avec piscine ou comment on était très content pendant l'été 86, c'était formidable, mais quand il s'agit de raconter des choses qui ne sont pas reluisantes, on peut peut-être attendre. Alors moi, dans le livre, au début, je dis non, je veux surtout pas je ne croyais pas que j'attende ce livre qui répare quoi que ce soit, etc. Si on va loin chercher, si on prend cette honnêteté-là, qu'on l'ouvre en deux et qu'on va chercher, il y a quand même bien un noyau peut-être d'espérance de quelque chose dans ce sens-là. Je sais pas qui je suis. Et il est possible que ce livre opérera quelque chose, en tout cas pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'a rien opéré du tout en moi. Mais dans 15 ans, on ne sait pas combien de temps les choses mettent à se poser, se déposer, faire leur travail, faire un travail, avoir une influence, quoi, avoir une influence. Pour l'instant, il y en a eu plus de néfastes que de bénéfiques, vous voyez. De néfastes? Bah oui, parce que moi j'ai écrit en me disant j'ai le droit d'écrire. Puis après, je me suis dit merde, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors j'ai commencé à être très angoissé pendant des mois et des mois. Vous voyez, c'est des choses comme ça, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout le monde ne l'a pas lu, mais mon grand frère, il m'a soutenu à 100%. Ça m'a beaucoup, beaucoup rasséréné. Et c'était une question importante, vous voyez, par exemple. Hein. Donc voilà, ça fait bouger des petites lignes, hein, ça fait bouger des choses quand même. Mais ce que ça fait bouger surtout, c'est ce qui me rend le plus heureux, c'est qu'il y a cette chose qui est l'écriture dans ma vie, quoi. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les pataphysiciens. J'aimerais bien en être un, moi, pataphysicien, parce que je pourrais écrire un livre sur une épingle. Je le ferai pas, peut-être, je le ferai pas, mais je pense que ça me passionnerait d'essayer de le faire. Je me sentirais pas, comment dire, illégitime. Je trouve pas que c'est un dévoiement de la littérature que d'écrire un livre entier sur une épingle, vous voyez. Puisqu'il y a cette autonomie de l'écriture, selon moi. Eh bien, on attend le livre sur l'épingle. Merci, Bertrand Belin, La figure, chez POL, c'est votre dernier livre. Merci. Merci pour votre écoute à toutes et à tous. Et La figure, le livre, vous le trouvez dans l'entrée. Bertrand Belin, dans 5 minutes, pourra venir signer dans le hall. Merci à tous.